Mondial.com reçoit aujourd'hui Anne Perrault. Bonjour Anne Perrault. Bonjour. Vous étiez vice-présidente de l'autorité de la concurrence entre 2004 et 2012 et vous êtes maintenant associée fondatrice de MAP, un cabinet de conseil en microéconomie appliquée. Donc parlons un peu de politique de concurrence. En tant qu'experte de l'autorité de la concurrence, pourriez-vous nous éclairer sur la façon dont auront lieu les procédures après l'introduction de l'action de groupe en France? Alors, à vrai dire, on ne sait pas exactement quels sont les projets qui sont dans les tiroirs du gouvernement en la matière, mais en tout cas, je peux parler de ce qui est beaucoup discuté dans les milieux concurrence et qui a évidemment la faveur des autorités de concurrence. Ce serait que les actions de groupe en matière de concurrence, bien entendu, je ne parle pas des autres types d'actions de groupe, prennent place après que l'autorité de concurrence soit intervenue en amont pour qualifier la pratique qui est en cause de pratique anticoncurrentielle. Donc l'idée, ce serait vraiment que les procédures à l'initiative des consommateurs et visant à les dédommager du fait des préjudices qu'ils auraient subis du fait des pratiques anticoncurrentielles n'aient lieu que ce qu'on appelle en follow-on, c'est-à-dire en s'appuyant sur une qualification préalable par l'autorité de concurrence de la pratique en question. Alors, c'est un sujet qui a été beaucoup discuté et il l'a été notamment beaucoup parce qu'aux États-Unis, tout le monde sait bien que les actions de groupe existent depuis longtemps et ont donné lieu et donnent toujours lieu à des contentieux extrêmement abondants et qui donnent un peu l'impression de partir dans tous les sens. Donc on voit bien que des contentieux qui, en matière de concurrence, s'appuieraient sur une qualification préalable par les autorités, évidemment, qualification qui devrait être définitive après que les recours aient été exercés contre éventuellement les décisions de l'autorité, eh bien, prémunirait le système français contre ces dérives qui voient des actions de groupe fleurir pour un oui, pour un non et pour des tas de raisons très différentes. Donc je pense que ce serait une sécurité assez importante. Alors, par ailleurs, on sait aussi qu'aux États-Unis, et je ne crois pas que ce soit ce qui est dans les tiroirs des autorités françaises, il y a ce qu'on appelle le treble damage, c'est-à-dire le triple dédommagement des consommateurs du montant des préjudices qu'ils ont subis. Alors ça a à la fois des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est qu'il y a une incitation très forte de la part des consommateurs à aller porter des contentieux et des demandes de dédommagement devant les autorités compétentes, les juridictions ou les autorités de concurrence, parce qu'évidemment c'est très incitatif de savoir que si on a subi un dommage de 1 $, on va recevoir 3 $. Donc on voit bien que ça favorise évidemment la dénonciation de ces pratiques et donc ça vient aux côtés de tas d'autres instruments qui ont été mis à la disposition des autorités de concurrence pour favoriser la dénonciation des pratiques anticoncurrentielles. Ça viendrait s'ajouter à ces autres instruments. Mais je ne crois pas que ce triple dommage soit dans les cartons pour le moment. Alors, d'un autre côté, même avec un dédommagement simple, qui vise simplement à rembourser, on peut dire, les consommateurs du dommage qu'ils ont subi, il subsiste une incitation assez forte pour ces consommateurs à venir saisir les autorités de concurrence ou par le biais des associations de consommateurs, ce qui est actuellement possible, pour obtenir une qualification des pratiques. Donc on voit bien que non seulement les consommateurs trouveraient un intérêt à ce qu'ils soient dédommagés des dommages qu'ils ont subis, mais en même temps, et c'est bien pour ça que les autorités de concurrence sont favorables à la mise en œuvre de ces procédures, ça alimente aussi les autorités de concurrence en possibles pratiques anticoncurrentielles. Oui, d'accord. Donc on comprend bien des incitations finalement à dénoncer les affaires à l'autorité de la concurrence. D'accord. Et donc nous, on se pose une question un peu différente, c'est la différence entre l'amende qui sera infligée par l'autorité de la concurrence et les dommages et intérêts qui seront perçus par les plaignants finalement. Alors je vais vous répondre en économiste, vous pourrez sans doute avoir d'autres éclairages plus juridiques sur cette question. Comme économiste, en réalité, les deux grandeurs que ces deux types de sanctions essayent de compenser ne sont pas du même ordre. Les sanctions administratives prononcées par les autorités de concurrence, c'est des sanctions qui visent à inciter les entreprises à se comporter d'une manière qui n'est pas contraire aux règles de concurrence. Donc en gros, ce que ces amendes essayent de faire, c'est qu'elles essayent de placer les entreprises dans une situation où si elles comparent
ce qui va leur arriver en termes de profit si elles se comportent d'une manière anticoncurrentielle, et ce qui va leur arriver, toujours en termes de profit, si elles se comportent d'une manière pro-concurrentielle, les deux en tenant compte des amendes éventuelles en cas de pratique anticoncurrentielle, bien les amendes prononcées par l'autorité doivent inciter l'entreprise à se comporter correctement. Et en gros, dans le droit français, les amendes prononcées par l'autorité visent à être proportionnées aux dommages causés à l'économie. Tandis qu'au contraire, les dédommagements donnés aux consommateurs visent à dédommager les consommateurs des dommages qu'eux-mêmes auraient subis. Et ces deux choses sont différentes. Prenons un exemple très simple. Imaginons qu'on ait un cartel de producteurs qui soit situé à un étage amont d'un secteur, d'une filière. Et puis ces producteurs, ils vendent à des industries intermédiaires pour lesquelles ce sont des inputs. Et ces industries intermédiaires vendent au consommateur final. Il peut se passer des choses très différentes sur le marché intermédiaire qui donnent lieu à des situations in fine très différentes par les consommateurs. Par exemple, les industries, les entreprises du secteur intermédiaire peuvent répercuter les hausses de prix qu'elles ont elles-mêmes subies aux consommateurs ou pas. Si elles les répercutent, on voit bien qu'il y a un dédommagement qui doit être donné aux consommateurs dans le cadre d'une action de groupe du fait du dommage qu'ils ont subi. Mais il peut aussi se produire que les industries intermédiaires décident de subir elles-mêmes, finalement, la hausse de prix qu'elles reçoivent de l'étage amont. Et dans ce cas-là, le dommage au consommateur est nul. Pour autant, le dommage subi par l'économie est quelque chose qui est très différent du dommage subi par les consommateurs. Le dommage subi par l'économie, par exemple, même si les industries intermédiaires ont décidé de garder pour elles, de subir donc les hausses de prix qui leur sont imposées par l'étage amont, eh bien elles peuvent moins investir dans leurs outils de production. Ça peut décourager l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché intermédiaire, et donc le dommage à l'économie peut être très important, avec un dommage aux consommateurs dans cet exemple qui serait nul, par exemple. Inversement, le dommage au consommateur peut être très élevé et le dommage à l'économie être très proche du dommage subi par les consommateurs. Donc on voit bien qu'en réalité, le dommage à l'économie sur lequel se fondent les amendes prononcées par les autorités de concurrence et le dédommagement qui serait donné aux consommateurs dans le cadre des actions de groupe sont deux grandeurs économiques tout à fait différentes. Voilà, deux grandeurs économiques différentes qui peuvent être complémentaires selon les cas. Voilà, ou substituables. Et donc en réalité, il s'agit bien d'une analyse au cas par cas qu'il faut mener dans chacun des cas. Exactement. Donc une autre question, comment calculer le dédommagement finalement? Alors c'est une question qui vient très logiquement après votre question précédente. La question précédente, elle visait à distinguer finalement amende fondée sur le dommage à l'économie d'un côté et dédommagement fondé sur le dommage subi par les consommateurs de l'autre. Donc toute la question de cette nouvelle question, c'est de savoir comment on calcule le dommage que les consommateurs ont subi. Alors là encore, je vais vous répondre comme une économiste. Pour calculer le dommage que les consommateurs ont subi du fait d'une pratique anticoncurrentielle, il faut dire dommage par rapport à quoi? Et ce quoi, c'est la situation qui aurait prévalu en l'absence de la pratique anticoncurrentielle en question. Par exemple, qu'est-ce qu'auraient été les prix, les quantités, l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, l'investissement dans des nouvelles technologies, si la pratique anticoncurrentielle qui a empêché tout ça ne s'était pas produite. Et donc ça demande de définir ce que nous appelons dans notre jargon un contrefactuel, c'est-à-dire quels auraient été les faits si la pratique n'avait pas été mise en œuvre. Et donc pour ça, on a besoin de représenter l'économie, le secteur économique en question, la concurrence qui s'y manifeste naturellement, c'est-à-dire en l'absence de pratique, pour pouvoir définir ce qu'aurait été, par exemple, pour prendre une variable simple et qui parle à tout le monde, qu'est-ce qu'auraient été les prix en l'absence de la pratique. Et donc ça, on voit bien que si on dit le prix observé aujourd'hui c'est 3 et le prix qui aurait été observé en l'absence de l'entente ça aurait été 1,5, eh bien on voit bien que sur chaque unité consommée,
les consommateurs ont subi un préjudice de 1,5. Mais évidemment, le calcul ne s'arrête pas là. Parce que ce qu'on observe, c'est les unités qui ont été consommées effectivement, mais il y a aussi la consommation qui a été découragée par la pratique. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que la consommation découragée, elle aussi, elle devrait, en bonne logique économique, être payée, en quelque sorte, aux consommateurs. Donc, en fait, ce travail de construction de la définition du dommage, il repose sur la comparaison entre la situation observée étant donné la pratique anticoncurrentielle et la situation qui aurait prévalu en l'absence de cette pratique, le contrefactuel. Donc on comprend qu'il faille mêler finalement l'analyse économique et l'analyse juridique pour pouvoir évaluer au mieux ces dédommagements subis par les consommateurs. Voilà, vaste programme qui s'ouvre pour l'action de groupe en France. Merci Anne Perrault pour cette interview. Merci à vous. Et à bientôt pour d'autres interviews sur actiongroupe.com.